Apéro spécial Mavs. Spécial Dallas. Spécial. Je viens de sortir face aux Clippers au premier tour pour la deuxième année d'affilée. Dit comme ça peut arriver à des gens bien. T'es d'accord ? Ouais. Spécial. Et pourquoi il y a du sel comme ça alors ? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, tu vois. Exactement, on va devoir répondre à cette question et à plein d'autres. On s'installe tranquillou, déjà en faisant une grosse bise aux fans des Clippers et aussi en tapant dans le dos des fans des Mavs. Plein de choses à devoir discuter, vous avez été nombreux à nous envoyer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez faire un apéro spécial Dallas ? Oui, vous inquiétez pas, on va sortir la tractopelle lettonne, on va pouvoir se foutre de la gueule du poney qui sert de pivot à Luka Doncic et de plein d'autres secteurs aussi. Il y a pas mal de choses à dire. Tout à fait. Il y a pas mal de choses à dire. Parce que lorsqu'on regarde le constat clair au moment où cet apéro est tourné, tu viens de le dire, tu sors une deuxième année de suite face aux Clippers, ok, mais là cette année, tu mènes 2-0 et tu mènes grave dans le troisième match, le Game 3 à domicile 30-11 dans le premier quart, tu mènes 3-2 dans la série et tu as possibilité de la finir. Malheureusement, tu te prends un vrai coup sur la nuque. Non seulement tu te fais rattraper à 3-3, mais en plus, tu perds le Game 7. Plein de choses à devoir raconter. Je pense que Alex, pour présenter un petit peu la chronologie et la façon dont on va faire cet apéro, revenons sur ce qui s'est passé le plus récemment, ce Game 7 d'hier soir, avec la défaite des Mavs malgré un Luka Doncic héroïque et plein de choses qui se sont révélées sur la profondeur d'effectif de Rick Carlisle quand même. Match très serré, jusque dans le troisième quart où les Mavs on passe devant, un petit écart un peu sympa, 8-10 points. Au moment où les Mavs... Ouais, je crois 8-10. Ok, ouais. J'ai l'impression que c'est 5-6, mais ouais, ok. J'aurais dit, mais attends, bouge pas, ça se vérifie assez facilement. Les Mavs prennent cet écart, on se dit, ils sont vraiment là. Tu vois, on est devant, on se dit, dis donc, ils jouent vraiment bien. Pourtant, on voit que Doncic... faiblit un petit peu, comme souvent en deuxième mi-temps en fait, on va y revenir, je pense, bien sur sûr. ce petit sujet. Comme souvent en deuxième mi-temps, spoiler, on peut discuter de la condition physique globale de Luka Doncic, mais c'est pas forcément pour ça qu'il faiblit en fait. Non. Surtout que c'est non, parce bien que j'ai vu beaucoup de trucs comme ça où il a peut être mieux préparé et tout, les gars. Il a mis 46 points, il avait Kawhi Leonard au slip. Non, temps mort, c'est pour ça que j'allais compléter quand tu dis... Il y a ton enceinte qui parle là, qu'est-ce qui se passe ? Non, tout va bien. Attends, j'ai du son dans les oreilles. Qui me parle ? C'est Rick Carlisle ? Ah voilà, ah là là, c'est insupportable. Ça va mieux ? Où il y a des pubs qui se mettent en route toutes seules. Ah oui, d'accord. Bon, t'étais en train de regarder des sites que j'ai pas envie de mentionner. Non, je suis sur... Si, on peut les mentionner, je suis sur ESPN. Les pubs se mettent en route toutes seules, c'est très énervant. Je voulais juste le play-by-play pour vérifier ce que je te disais. L'écart des Mavs dans le troisième quart, ça monte à 5-6 8 points. Il y a 91-93. Ah non, c'est pour les Clippers, pardon. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je regarde. Je pense que ça monte à 5-6 points, mais juste Alex, pendant que je te laisse regarder sur ces sites de qualité, important en effet de revenir sur ce qui s'est passé avec Luka Doncic, parce que oui, en effet, on peut dire qu'il faiblit sur la deuxième mi-temps, mais impossible de parler de ça sans parler de son exceptionnel et phénoménal première mi-temps où il met 29 points quand même sur un garçon de 22 ans qui joue son premier Game 7. On s'y attendait, mais ça y est, on est totalement dans la prise pour acquis du début de carrière de Luka Doncic. Le mec débarque en Game 7, il y a Kawhi, il y a Paul George, il est en déplacement. C'est une balade le dimanche au parc de Vincennes, quoi. Il faut pas banaliser de telles dingueries. Non, bien sûr que non. C'est des dingueries. Mais c'est ce qui fait qu'on en fait un apéro là. Non mais bien sûr, parce que pourquoi on en fait un apéro là ? Parce que honnêtement, moi, de mes yeux, jamais vu un joueur aussi fort, aussi jeune. À 22 ans, c'est rarissime. Je sais pas pour le jamais. Qui ? Honnêtement, quand tu es en saison 4 de LeBron, je peux entendre les compas. Oui, après c'est... Non, parce que saison 4 de LeBron, on est en 2007. Non, mais 2006-2007. Il est très très sale, il emmène les Cavs de Ilgauskas et Mo Williams, de comment il s'appelle son meneur ? Bobby Gibson. Il n'y a pas encore Mo Williams. Oui, il n'y a pas Mo Williams encore. En finale NBA, on est d'accord.
Sincèrement, pourtant j'adore LeBron, hein, mais moi je pense que offensivement la palette de Luka, elle est bien plus dingue que celle de LeBron. Mais bien sûr, je ne fais que répondre je ne fais que répondre évidemment à ta phrase parce que en effet, on a vu des phénomènes, mais pour aller dans ton sens totalement, ça fait 2 semaines qu'on voit des graphiques avec Luka Doncic est dans la cour de Will Chamberlain et Michael Jordan et LeBron James. Oui. Enfin, je veux dire, ce sont des clubs où je pense qu'à peu près 100% de l'humanité aimerait squatter et Luka, il y est. Et il y est pas en tant que juste visiteur de passage. C'est un mec qui a montré déjà, on l'avait vu en Europe qu'il pouvait faire des dingueries, mais on le voit déjà là que les playoffs, en fait, les playoffs avec Luka Doncic, c'est l'excellence 8 étoiles, en fait. Voilà, donc il est incroyable, t'avais raison, hein. J'ai vérifié, c'est pas monté au-dessus de 5 points dans le troisième quart, mais les Mavs ont quand même fait un petit peu la course en tête avant que les Clippers mettent un gros coup sur l'accélérateur et que les Mavs se retrouvent la tête sous l'eau sans jamais pouvoir vraiment reprendre leur respiration. Ouais. On va y revenir, mais pour finir sur Luka Doncic, oui, je disais jamais, je voulais dire dans le sens où il a une emprise sur la partie offensive du jeu, c'est là où peut-être effectivement un mec comme LeBron notamment, parce que le LeBron de 2007, c'est pas les mêmes athlètes non plus. Hein. Non, pas les mêmes défenses, pas les mêmes athlètes, pas les mêmes tout. Non, mais même, je veux dire, Luka Doncic, je veux dire, c'est un bon sportif. Hein. Enfin bon, c'est pas le centième de l'athlète qu'est LeBron James, tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, il a déjà le shoot, il voit déjà tout, il est bien placé au rebond, il contrôle le tempo, c'est incroyable quoi. C'est là que c'est en effet all-time et qu'on n'a pas vu ça depuis en effet très très longtemps, qu'on a eu un Game 5 où je crois il a complètement pété des records en termes de playmaking, c'est-à-dire scoring plus passes décisives, je crois qu'il a 77 points, ce qu'il en met 46 plus 14 passes décisives, ce qui équivaut à Luka Doncic, pour Luka Doncic à 77 points qu'il a mis ou provoqué lui-même, enfin il est à l'origine de 77 points de son équipe, ce qui est un record pour un Game 7. Ah, pour un Game 7, tout à fait. Après, sur le Game 5, je crois qu'il y avait eu un truc de quasiment 80%. Non, mais Game 7, moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Je te laisse regarder les sites. mais non, il y a eu ce Game 5 notamment où Luka a été énorme en playmaking. Lui, et c'est le sentiment qu'on a eu et qui faisait qu'on devait faire un apéro, lui se regarde dans la glace et il en a parlé, certes après le match, du fait qu'il n'a pas à être satisfait parce que même s'il fait une série stratosphérique, il l'a dit, nous sommes des joueurs qui sommes payés pour gagner, on n'a pas gagné, terminé. C'est le compétiteur qu'il est. Mais maintenant, d'avoir ce genre de situation où on a un talent aussi gros, mais qui n'arrive pas à passer le premier tour pour une deuxième année de suite, parce que aussi tu es tombé sur des Clippers, où il y a du Kawhi, finaliste MVP, multiple champion, parce que tu as du vétéran autour de lui, il y a cette frustration. Et donc on est obligé de parler de ça aujourd'hui. C'est évidemment comment on s'en retrouve ici, c'est-à-dire la situation des Mavs actuelle. Qu'est-ce que tu fais cet été ? Parce que la question, elle est claire. Comment mieux entourer Luka Doncic ? C'est ce dont on va parler maintenant. Il y a de la frustration. Après, il ne faut pas non plus surdramatiser les choses. Je pense que, objectivement, Doncic était bien trop essolé. Voilà, c'est la question que tu viens de poser, c'est évident. En même temps, c'est pas vraiment un upset. Ils ont perdu contre les Clippers, contre Kawhi Leonard, contre Paul George. Ils n'avaient pas l'avantage du terrain. Tu vois, c'est pas comme si les Mavs avaient fait une régulière de bâtard. Et ils étaient deuxième et ils avaient perdu contre les Lakers en sortie de play-in. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je veux dire, mais je suis d'accord, hein, il faut trouver le moyen. Un prodige pareil, tu dois jouer le titre. Ou tu vois, tu dois jouer le haut de l'Ouest et être là en play-off, genre en mode, attends, on mène 2-0 contre les Clippers, il n'y a jamais moyen qu'ils reviennent en fait, tu vois. C'est ça, c'est qu'on on voit clairement, hormis certains modèles type Utah, qu'on a besoin d'avoir du monde autour de ces phénomènes. Milwaukee a vu ce qui se passait avec Giannis, ils ont dit putain, on va essayer de construire un truc autour parce que le mec est beaucoup trop fort. Philly, ils ont vu comment ça allait se passer très très tôt avec Embiid, saison rookie, on avait vu le phénomène, ils se sont dit putain, il faut qu'on mette des mecs autour parce qu'avec lui, on peut viser justement le dernier carré. Quand tu es Dallas, tu es un cran en dessous. Tu es dans ce cran, comme certains l'ont mentionné, même si les joueurs sont différents, à la Damian Lillard, c'est-à-dire, je suis un peu trop seul, quoi, les mecs. C'est-à-dire que mon vrai bras droit, c'est qui ? C'est un vrai All-Star. Je pense qu'on va pouvoir parler maintenant de Kristaps Porzingis, qui nous fait une série. Partir sur les Blazers encore. Ah non. Les Blazers, on est en train de faire leur débrief. Dans c'est étalé, hein. Ouais. C'est étalé jusqu'en août. Non, Porzingis. On arrive. Que monsieur Léonce a magnifiquement mis en avant sur sa couverture, pour le plus grand plaisir des fans des Mavs, Kristaps.
On peut décrire la chose comme on veut. Sa série, elle est ratée face aux Clippers. Son Game 7, je préfère à peine en parler. Je vais te laisser en parler parce que sinon je vais avoir les morts. Franchement, c'est hyper frustrant d'avoir misé sur un mec pareil et de se rendre compte déjà que en fait, c'est un pari qui s'avère pas bon, quoi. Par miser, tu veux parler des 100 millions qui sont à lui devoir sur les 3 prochaines années ? Répète. Tu peux répéter parce qu'il y en a qui ont pas 100 entendu. millions sur les 3 prochaines années. Il a une player option sur la 2023-24. Mais alors, spoiler, elle est à 36 millions et il va la prendre. Tu crois ? Oui. Ah oui, il va la prendre. Oui. C'est super dur pour lui, C'est franchement. C'est chaud. Là, il s'est fait exposer par des joueurs. La match-up était pas bonne pour lui et tout. Je veux bien entendre beaucoup de choses. Peut-être même, on peut même parler de son utilisation par Rick Carlisle qui a très tôt décidé dans la série que vu que les Clippers allaient beaucoup jouer small ball, que en gros, je schématise, mais que en gros Porzingis allait être plus efficace et plus valuable pour l'équipe si en gros il est en spot-up shooter pour filer tous les espaces possibles à Doncic pour aller jouer sous le cercle et tout ça, quoi. On est d'accord. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Par contre, ça n'empêche pas de mettre des tirs de temps en temps, lui qui était soi-disant un bon shooter. Deuxièmement, comment c'est possible de prendre aussi peu de rebonds ? Non, au rebond, c'est un scandale. Sur le Game 7, notamment, là, de voir, et ça, c'est ce qui m'a... en plus, complètement, et ça, c'est ce qui m'a le plus rendu fou, c'est que je ne vais pas commencer à envoyer des shots à droite, à gauche, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont envie qu'on parte en couille et qu'on sorte le lance-flamme, mais Nico est venu se battre comme un diable au rebond offensif parce qu'il a senti que Porzingis n'allait pas faire le travail. Mais tous, Kawhi, non mais tout à Paul fait, mais George, ce que je veux dire par là, c'est Morris, que tous. tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que Nico qui fait une série super dont on a parlé notamment dans plein de situations, et on le répète encore, il a été très très bon là face aux Mavs. C'est pas un joueur qui est agressif naturellement, mais quand tu vois à quel point il y a des espaces au rebond et que Porzingis est un putain de tréteau en fait dans la raquette, et que ça n'a servi à rien et que ça a créé des secondes chances de fou furieux pour les Clippers, tu te dis mais qu'est-ce qui branle ? Simon, il était sur le canapé, on commentait le match et il se demandait si c'était mieux d'avoir Boban ou Kristaps. Et franchement, il avait raison de se poser la question. Mais Boban Alex, a été Boban bien plus chiant à jouer pour les Clippers que Kristaps. Et c'est absolument intolérable de prononcer ce genre de phrase en sortie de défaite au premier tour. Tu ne peux pas. Tu peux pas avoir un mec sur lequel tu as voulu miser, sur lequel Mark Cuban a dit en premier on veut qu'il soit en duo pour 20 ans. Bah putain, je pense que notamment les fans des Knicks, ils ont vu ça, ils se sont dit bah... Oui, bah bien sûr. Cuban, il avale son cigare, là, je te le dis. Moi, il est en train de chercher un trade et il se rend compte que c'est la merde. C'est super dur. Après, évidemment, sur Kristaps, faut remettre aussi les choses dans l'ordre. Comme tu le disais, on peut se poser des questions sur son utilisation. Certains ont demandé des post-up. Carla, il a fait un choix très tranché. Ouais. Carla, il a dit, mon Kristaps, je suis désolé. Les autres, là, ils sont en train de nous exposer avec leur small ball. Donc, le meilleur moyen, c'est maintenant qu'il n'y a plus Zubac, c'est que tu ailles te foutre à 45 ou dans un corner et tu laisses la place à Luka. Voilà, la raquette, c'est la lave. Voilà, c'est ça. La raquette, c'est la lave, tu y touches, tu meurs. Mais de l'autre côté du terrain, qu'est-ce que c'est que ça ? Combien de fois il s'est fait, alors qu'il a de la détente et tout, il s'est fait battre parce qu'il sautait pas, parce qu'il y avait comme un gros soft à une main, et derrière il y a Paul George qui arrive avec les deux, qui arrache tout, ou Terrence Mann, tu vois, genre Terrence Mann qui va gratter des rebonds sur la tronche de Kristaps Porzingis. C'est quel genre de phrase ça ? J'aime beaucoup Terrence Mann, je trouve que c'est un joueur super intéressant, il a beaucoup de choses en lui, mais ce n'est pas normal. Non, mais c'est absolument scandaleux. Nous avons un Porzingis, je vais te sortir ses stats. Non. 13 points par match, non. D'accord ? Non. 47% au tir, on pourrait se dire, 47% au tir. C'est voir à 3 points 29% à 3 points. Yeah, et il n'y a que 13 points. C'est ça le problème. Alex, il prend 10 tirs par match. Alex, et surtout, attends, j'arrive au pire. Je veux pas les rebonds. 5,4 rebonds. Non. Il n'y a même pas le meilleur rebondeur de son équipe, mais de loin. Attends. Il y a Boban qui en a pris 8. Il y a Dorian Finney-Smith qui en prend plus. Et bien sûr, Doncic qui en prend plus, tu vois. Donc il est à peine dans le... Il est pas top 3 de ce rebondeur de son équipe. Non, dans cette série, non, absolument pas. Dans cette série, il est top... Attends. Il est top 4, c'est le George prend plus... Mais non, dans la série... mais de son équipe. Ouais, mais regarde, Paul George prend plus de rebonds que lui. Oh bah... Kawhi prend plus de rebonds que lui. Nico Batum prend plus de rebonds que lui sur la série. Voilà. Donc il est 7e rebondeur de la série. 2m21. Je te dis.
C'est 2 horrible. 21 et puis il est un peu athlétique. Enfin, en Non, gros, mais il y a un- Kristaps, il y a un si manque tu de- mets pas tes 3, que tu te bats pas hors bon, que tu protèges même pas ton cercle. Bah, c'est ce que je disais tout à fait. C'est ce que je disais hier du coup en live, c'est que c'est plus une licorne, c'est un bourricot, c'est le petit âne. C'est l'âne trop. Exactement, c'est trop pour ceux qui connaissent pas la bande dessinée, c'est absolument magnifique. Mais c'est horrible de le voir à ce niveau-là. Après, comme je disais dans la remise en contexte, Dallas a fait le pari de le récupérer, notamment il y a quelques mois dans un transfert avec les Knicks pour voir ce que ça allait donner en termes de joueurs qui pouvaient parfaitement s'intégrer au système Rick Carlisle. Et quelque part, quand on dézoome un petit peu, le projet avait une bonne gueule parce qu'on pouvait voir un spacing qui a permis la saison dernière, Alex, toi le premier, de dire l'attaque de Rick Carlisle. Nom de Dieu, parce que aussi tu avais un mec de 2m21 qui était à 8 mètres et où ça permettait à des garçons d'avoir des espaces. Juste petite précision, je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, ça, c'est pas que de la faute de Porzingis quand même. Et on va y revenir. C'est bien ce que je dis, c'est que pour continuer dans le contexte, c'est que Dallas fait un pari, qu'ils se disent, on a vu ce mec être capable de faire des choses avec les Knicks, qu'il est aussi européen, qu'il va apporter un certain cachet à Dallas et que ça va très bien se passer avec lui. Ils avaient fait tout un barouf. De nuit en plus. Bien sûr, il avait fait tout un barouf, ça on en reparlera après. Il avait fait tout un barouf au moment de sa prolongation en disant, comme on l'a dit avec Mark Cuban, on veut avoir les deux pendant 20 ans. Ils avaient fait tout le show et tout. Ouais, bah là, à mon avis, ça ils avaient fait la totale, ça a déchanté un petit peu. Après, sur cette saison régulière, ça a forcément posé des interrogations lorsqu'il a été exposé défensivement, parce que faut aussi se dire les choses. Kristaps Porzingis, à moins que j'ai totalement bugué et absolument pas regardé un seul match de cette série, le phénomène qu'on a vu en début de carrière physique, athlétique, qu'on a vu à New York, qui faisait des putbacks dans tous les sens, qui galopait en contre-attaque, etc. Son retour de blessure, qui a été quand même géré comme il a été essayé d'être géré par le staff médical des Mavs, on est quand même sur un mec en termes de mobilité, et donc ça se voit, j'ai l'impression aussi sur le terrain, que Kristaps, il n'est pas en confiance avec ses capacités athlétiques. Parce que s'il le pouvait, il referait des dingueries comme il a fait avec les Knicks, où il est capable de monter au contre sur certains gars, de monter au poster, de prendre des putbacks dans tous les sens. Là, tu as l'impression que s'il va dans la raquette, mais c'est comme s'il mettait sa vie en jeu en fait. Et ça m'inquiète pour le joueur. Ça, c'est inquiétant pour le joueur. Par contre, je te pose juste une question. Est-ce que ça empêche de faire des écrans retard ? Oh non, mais ça... Mais bien sûr, mais ça après c'est tout un cycle. Et Kristaps n'est peut-être pas le joueur All-Star comme on a pu le voir à New York. On s'est dit, si ça se trouve, c'est la 8e merveille du monde. Et justement, dans ces cas-là, boss, applique-toi au tir, fais tes écrans, essaye de protéger ton cercle de manière simple. Tu fais 2m20, mets-toi sur le chemin du mec qui drive, lève les bras. On l'a pas vu faire ça quasiment une fois. Alors je te parle même pas des fois où il s'est fait ISO. Le mec est devenu une cible. C'est ça, c'est devenu une cible. Il est devenu une cible. Bien sûr. Porzingis est devenu une match-up, une mismatch. C'est ça, genre limite bientôt Reggie Jackson il reçoit un ballon, fait c'est bon, j'ai Kristaps, laissez-moi. Écarter les mecs, c'est un match-up. Non mais bien sûr, c'était super violent pour eux parce que quand ils ont vu Porzingis sur le terrain, ils se sont dit non de Dieu, écarter le terrain, et ça l'a rendu quasiment pas injouable mais difficile à jouer quoi, parce que il y a eu quelques séquences avec Boban Marjanovic qui donne la balle ligne de fond pour du Porzingis où justement quand ça cutait c'était pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois comme tu l'as dit l'utilisation et putain, je peux pas m'empêcher d'être aussi un petit peu, pas inquiet pour Kristaps parce qu'il a tenu quand même physiquement dans cette série, mais merde quoi, il est où le freak dont on parlait il y a quelques années quoi. Disons qu'on est inquiet pour Kristaps, on est inquiet du coup par Ricochet pour les Mavs qui ont encore 100 millions de contrats avec lui sur 3 ans. Donc même si par exemple, tu pètes un câble, t'es Cuban, tu fais attends, vas-y, c'est bon. L'autre, il écrase son cigare là, fait c'est bon. On trade Donny, allô Donny ? Ouais, on trade le laiton là. Mais tu le trades à qui ? Comment ? Contre quoi ? Parce que allô Marc ? Ouais. J'ai passé 30 coups de téléphone, tout le monde me raccroche à la gueule. C'est ça ? Qui prend Porzingis aujourd'hui ? C'est ça ? Et contre quoi surtout ? Et contre quoi ? Parce que là, on parle d'entourer Doncic. Ah non. On parle d'entourer Doncic pour aller gagner un titre. C'est l'objectif. Hein. Genre, c'est ça, ou au moins être très performant, je veux dire, en play-off. Contender, bien sûr. Déjà en régulière et ensuite en play-off. Pour faire ça, il faut certainement travailler autour du cas Porzingis. On l'a pas trop mal traité là, Bastien, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur Porzingis. Mais je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur comment t'entoures Doncic. On reviendra peut-être sur Porzingis. Non, complètement. Kristaps, c'est bon. On a déversé le sel et évidemment les fans des Knicks font une danse autour de cet apéro et on sait que les fans de Dallas sont en PLS là-dessus. Et on vous attend évidemment dans les commentaires là-dessus parce que
C'est bien aussi de compléter parfois ce qu'on a ressenti et vu avec ce que vous avez vu de votre côté. On peut enchaîner tout à fait sur la manière d'entourer Luka Doncic. Tu es en vacances. Le constat de base, oui. Il te faut un vrai intérieur costaud que ce que Porzingis t'apporte pas. Tu vois, un mec agile, grand, mais athlétique, qui va au rebond, qui protège un peu le cercle, qui peut rouler aussi sur les pics. Quand même, ça pourrait pas faire de mal. Ça, il te faut un intérieur moderne, comme disait Simon hier dans le live. Un intérieur moderne. Un intérieur moderne. Et Porzingis, il joue 4 en fait. Et il joue Space 4. Stretch 4. Bah, qu'est-ce que tu veux c'est comme t'en avais parlé, et Simon l'a redit, c'est un peu cher pour Ryan Anderson, quoi. Ah bah, on est bien d'accord. Et Ryan Anderson, il rentre ses tirs, lui. Bref, rentrez. C'est un... Voilà, rentrez au passé. Kristaps aussi, rentrez. oui, mais Ryan Anderson l'a fait plus longtemps que Kristaps. Kristaps, elle est vite cette affaire-là. Hein. Il est vite passé de « Waouh, incroyable !» à « Ah ouais, ok, comment on fait pour le trader ?» Tu vois, genre quand même, c'est allé vite, là. Hein. Non, bien sûr. Ça, c'est le premier constat. Je pense qu'on peut tous être un peu d'accord là-dessus. Moi, j'aurais un deuxième angle à te proposer là-dessus, c'est... Il faut un deuxième playmaker. C'est... Hein, on est d'accord. Tu es malgré tous les talents et possibilités. Non, mais bien sûr, c'est pas possible. Malgré tout le talent et toutes les capacités que possède Luka Doncic en playmaking, LeBron, ça a dû lui rappeler des souvenirs de voir notamment Luka comme ça, parce qu'on en faisait la comparaison tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que une équipe prévisible en attaque, ce n'est juste pas possible. Tu as vu, toi, la différence à Phoenix. J'ai vu, moi, la différence à Atlanta. Combien de franchises se sont rendues compte que lorsqu'elles avaient plusieurs options offensives, donc ce qu'on appelle littéralement catch, feinte, drive, kick, la multiplication d'options en attaque, c'est là que ton équipe passe un cap. Mais si tu es tout le temps dépendant d'un seul playmaker, tu vas vite finir dans la gueule du loup, en fait. C'est trop compliqué pour eux. Par rapport à la punchline que je mettais en début de vidéo, il y a eu des stats là qui sont sorties. Donc Doncic, très fort au premier quart, énorme au deuxième quart. Et puis c'est vrai qu'à partir du troisième quart, c'est un peu moins bon. Puis le quatrième quart, souvent, il a du mal. Pourquoi ? On peut me parler de sa condition physique. C'est vrai qu'il est arrivé peut-être dans la régulière, bon, un peu de chubby et tout, mais c'est Doncic, les gars. Donc réveillons-nous. Doncic, il va pas devenir Kawhi Leonard. Il va pas devenir tout ciselé, tout musculeux là et jamais fatigué. T'es d'accord ? Ça va jamais être le cas. La courbe, c'est plus Larry Bird que Donovan Mitchell. Et vu son style de jeu, il peut jouer comme ça longtemps et il peut dominer comme ça. Je crois qu'il vient quand même d'en faire salement la preuve. Bien sûr. Le vrai truc, c'est que le problème, c'est qu'il s'épuise tellement en première mi-temps pour ne serait-ce que tenir son équipe dans le match, qu'en fait, après, quand ça devient dur et que Kawhi le prend à chaque possession, et quand c'est pas Kawhi, c'est Paul George, quand c'est pas Paul George, c'est Marcus Morris, et du coup, on lui met du gros physique, on le pousse dans des shoots un peu plus compliqués, c'est-à-dire qu'il est là sur des one-leg fade-away avec Kawhi, avec la main de Kawhi comme ça, Ah non, mais oui, il commence à en rater. Oui. Tu commences à fatiguer. Après, on peut aussi s'attendre à énormément d'exploits de Luka parce que, comme on le disait tout à l'heure en début de vidéo, il banalise l'exceptionnel. Donc on se dit, putain, il a 29 points à la mi-temps. Bon, il va en mettre 60 parce que c'est Luka Doncic. Parce que jusque-là, c'est le Wonder Boy. Il touche un truc, ça se transforme en or. Sauf que, on en parlait, Alex, il y a 10 jours quand on a fait la vidéo, ou il y a une semaine, au bout de 4 matchs. Y a-t-il un endroit sur Terre plus flippant que d'être dans une série de playoffs où Kawhi Leonard est mené au score et commence à te prendre tout terrain? Qui est capable physiquement, même LeBron, même Giannis, même KD, même Kyrie, même tout ce que tu veux en termes d'athlètes, tu te fais prendre par toute une équipe défensivement, donc des tueurs à gages, parce que Marcus Morris et Paul George aussi, voilà. Et Paul George, Marcus évidemment. Morris, Paul George, tout ça, non mais c'est des gars sérieux. Hein. Quand tu même passes, Nico Batum, quand bien ça sûr. switch, c'est relou. Hein. C'est pour ça toute l'équipe d'en face va littéralement te scouter toi en disant. Mais allez-y, donnez-la à Tim Hardaway Jr., qu'il aille en fin d'horloge, essayer de créer. Donc quand tu es forcément défendu par Kawhi Leonard, qui a fait un taf, mais de dingue en défense, parce que certes, on regarde uniquement les statistiques de Luka Doncic, mais aller toquer à la porte de Luka là maintenant, il va dire j'ai été défendu au plomb, hein. Parce que les vrais défenseurs, c'est rendre la vie insupportable. Tu peux t'en prendre 45, mais si l'autre après, il est complètement exténué, t'as gagné ta match-up. Mais bien sûr. Et là-dessus, les Clippers l'ont gagné. Donc Luka était forcément exténué. Forcément. Bien sûr. Et ça s'est vu dans plusieurs matchs. Et ça s'était déjà vu l'année dernière, ça s'est revu cette année. Il était blessé en cours de série en plus. Donc, il y a ça, deuxième ball handler, playmaker. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est un peu plus passé à l'as, avant même d'arriver à Tim Hardaway Jr. Mais quand même, hein, l'année dernière, il y avait 7 Curry dans cette attaque. Ah bah oui, il n'y avait, pas de Josh Richardson. Hein. Ils ont perdu le trade, hein, comme on dit. Hein. Quelqu'un on peut reparler du trade Seth Curry, Josh Richardson. Le trade, il est perdu. Hein.
Bah, c'est pas compliqué, hein. Josh Richardson, on l'a vu un peu pendant les 3-4 premiers matchs de la série, c'était pas terrible. Puis au bout d'un moment, Rick Carlisle, il en a fait un joueur de bout de banc à 5 minutes par match, hein. Bien sûr, et même Dès déjà le match, je pense que dès le match 4, au maximum dès le match 5, Josh Richardson, il est à peine dans la rotation. Mais tout à fait. Et sur le Game 7, son entrée en jeu, ça a été une punchline avec Simon pendant 10 minutes parce que chaque fois qu'il était impliqué dans un truc, c'était monumental. En plus, pendant la saison, Rick Carlisle était le premier à dire bon, on va changer nos line-up. Cette fois, tu vas être en sortie de banc. Et la réaction de Josh Richardson, elle n'a pas du tout été celle qu'on a connue à Miami. Ça a été bon, bah ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Bah ouais, mais en même temps, mec, t'as été récupéré pour essayer d'aider défensivement et rentrer des shoots. Et la dernière fois que Josh Richardson a mis un shoot, je crois que les Kings étaient en playoff en fait. Donc c'est un peu compliqué. Et puis bon, il défend bien, mais sur les 4 premiers matchs où il a quand même eu 15-20 minutes par match, bah, j'ai pas super l'impression que. Enfin, tu vois, genre. Ah non, mais on a hésité entre Trey Burke et Josh Richardson, de toute façon, c'est simple. Donc voilà, donc non. Donc très mauvaise série de Josh Richardson. L'absence de Curry, parce qu'un Curry, là, quand même, un Curry qui sort des écrans, capable de mettre des gros 3 et tout. Si au moins c'est pas un playmaker, au moins c'est un finisseur. Tout à fait. Et puis les insiders de Dallas disaient aussi que Maxi Kleber n'était pas à 100% physiquement, parce qu'il a fait une grosse saison quand même, Maxi Kleber. L'année dernière, on pouvait compter sur du Dwight Powell. Maxi Kleber n'était apparemment pas au top de sa forme. Donc le constat, il est clair. En effet, il faut recruter, il faut essayer d'entourer. Tu as un Kristaps qui pèse dans ton salary cap, c'est le joueur le mieux payé avec donc 29 millions cette année, 31 la suivante, 33 et donc comme tu le disais la player option de 2023-24 à 36 millions. Tu es les Mavs. Comment est-ce que tu abordes cet été ? Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que Tim Hardaway Jr., on va en reparler, agent libre. JJ Redick que tu as récupéré, ça dégage. Josh Richardson, il a certes une player option à 11 millions, je ne sais pas s'il est encore là à la rentrée. Nicolo Melli, ça peut bouger. Boban, ça peut bouger. Dallas n'a que 91 millions de dollars d'assurés pour la saison prochaine. Tu as un peu de marge quand même. Tu as un peu de marge. Il va falloir bien se positionner parce qu'on en a déjà parlé ensemble, mais la free agency qui arrive pour le 8, n'est pas non plus... Hein ? C'était l'apéro du 8, pardon, oui. Ouais, voilà, exactement. N'est pas non plus, bon... folle, hein, tu vois, je sais pas s'il va y avoir des affaires incroyables à faire sur la free agency. Il y aura peut-être des petits role-players bien malins à choper. Ouais. Sauf que là, le problème de Dallas, c'est qu'il y a plusieurs problèmes dans le problème. C'est-à-dire que le premier pour moi, c'est qu'il faut un vrai lieutenant. Et pour moi, ce lieutenant doit être un deuxième ball handler. Mm-hmm. Il faut que Dallas puisse avoir 2 ball handlers sur le terrain en même temps et que quand Doncic sort, il y a le ball handler qui reste. Comme font plein d'autres équipes. Plein. Bien sûr. Alors après, par rapport à ce constat, on est tous les deux d'accord et je pense qu'il y a pas mal de gens de Dallas qui suivent cette saison, les Mavs, et qui sont d'accord. Pour rappel, et souviens-toi, je pense que ça va te rappeler 2-3 images, octobre dernier, même je dirais novembre, la draft approche. Rumeur autour de Dallas qui a un pic de draft. On savait que c'était le pic notamment dans le premier tour où ils ne savaient pas trop quoi en faire. On parlait de Spencer Dinwiddie, on parlait de Zach LaVine, on parlait de tous ces garçons-là et on se disait putain, ils vont nous foutre Zach LaVine avec Luka Doncic, on ne sait pas quel est le fit, mais on va plutôt partir sur Josh Richardson. Mais l'idée était là. Je veux dire, les Mavs ont déjà depuis quelques mois l'idée d'avoir un autre garçon, et on parlera peut-être d'Evan par exemple cet été, parce que certains essayent de voir si par exemple Evan Fournier pourrait aider dans ce genre de situation. Un espèce de deuxième créateur. Après, Evan, c'est pas forcément ce genre de registre-là. Mais enfin, il sait tenir un ballon. Ouais. En fait, Evan, il arrive aux Mavs. Bah, est-ce que c'est pas le deuxième ball handler de l'équipe direct en fait ? Ah bah, si c'est pas Jalen Brunson, c'est lui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc, bah, c'est un upgrade en fait. Mm-hmm. Non, mais il leur faut ce ball handler là. Tu en parlais. Si sur la free agency, il n'y a pas énormément d'options et on fera des apéros là-dessus. Il y a Kyle Lowry. Tu peux essayer d'aller chercher Kyle Lowry. Pourquoi c'est pas bien ? Bon. Ça fit. C'est pas le besoin premier, je trouve. Bah, pourquoi ? Non, parce que c'est plus meneur pour... Enfin, je veux dire, Kyle Lowry, c'est bien s'il a le ballon dans les mains. Tu vois, par rapport à un setup dont on avait parlé à Miami ou à Philadelphie, par exemple. Ouais, mais il sait défendre, il sait mettre un peu des tirs et puis il peut tenir un ballon. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est plus... Enfin, en tout cas, je trouverais pas ça idéal, mais ça peut être... Je te dis pas que c'est idéal, je te dis que c'est au moins un joueur qui améliore ton backcourt et qui te ramène du ball handling et de l'expérience aussi. Complètement. Donc, je regardais la free agency en fait. Parce que, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la free agency, il y a en effet des clients, ne pas oublier les transferts. Parce que tu as peut-être en effet des pistes de free agent, mais peut-être aussi que Dallas peut dire, putain, les gars, allons chercher, je sais pas moi. S'il faut faire un package avec Maxi Kleber et ou Dwight Powell, plus je sais qui,
pour aller me choper un vrai gros pivot, sans que ça soit le défenseur de l'année, mais au moins un mec athlétique rebond contre, bah déjà c'est bien en fait ça, non? Tout à fait. Il y en a, tu sais Change qu'il y en pas a qui... Willy Colestein avec un cerveau, par exemple. Ouais, par exemple. Hein. Il y en a qui ont dit que le trade qui ferait exploser la planète, c'est Kemba contre Porzingis. Kemba contre Porzingis. Je sais pas qui gagne. Hein. Moi non plus. Je sais pas qui perd non plus, putain. Mais tu parlais de ball handling. Je pense qu'un Kemba dans un système comme ça serait sympa aussi. Ça peut être pas mal. Kemba, il peut jouer sans ballon. C'est pas un mauvais shooter. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis Mais d'accord. c'est un tarot qui est très élevé, quand même. Parce qu'en fait, si t'es Eric Carlisle, Donnie Nelson, Mark Cuban et tout, qu'est-ce que c'est, donc t'as Doncic. Ça, c'est évident, c'est sûr. Je pense qu'un mec comme Dorian Finney-Smith prouve année après année, match après match, série de playoffs après série de playoffs, qu'il a le niveau, qu'il est parfait, que c'est un vrai role player. Il se bat, il peut mettre des tirs, il donne toujours tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup Dorian Finney-Smith. Je pense que c'est un joueur que tu ne touches pas. À voir entre Dwight Powell, Maxi Kleber, tout ça, ceux que tu as envie de garder, tu vas peut-être pas tous les bazarder, mais tu n'es pas obligé de tous les garder. Tim Hardaway Jr., en fonction de ce qu'il demande, faut voir si tu le payes trop cher. C'est ça. Voyons le tarot pour Tim Hardaway Jr., puisque tu en parles là maintenant. Tim Hardaway Jr., il est agent libre, il vient de nous faire une grosse saison, il y a du passage en force provoqué, il y a du catch fire à 3 points, et il y a de la sortie de banc s'il le fallait. C'est combien sur le marché, Tim Hardaway Jr. 18, 17, 16 minimum 15 ans. Non, tu crois pas? Si, mais moi je Non, je crois que j'accepte ce tarot. tu faisais la moue. Non, les tarots. non, je pense que c'est notamment le deal qu'il a eu avec les Knicks, je crois c'était précédemment, quand Atlanta l'a gardé et les Knicks l'ont pris, et on n'a pas matché. Je crois que c'était ça. C'était à 18 millions la saison. Ouais. Tu peux être à 18 millions la saison. Il y a un nom qui pop-up ces derniers jours. DeMar DeRozan. Franchement, DeMar DeRozan, effectivement, peut vraiment, hormis le fait que c'est pas un vrai shooter de loin dans cette NBA moderne, ok. Par contre, il peut clairement prendre la balle quand Doncic la laisse. Ça pourrait être intéressant aussi de voir ce qu'est capable de faire Doncic quand il se cache un petit peu hors le ballon. Là, on l'a jamais vu encore. Il amène une dimension athlétique, polyvalente, il prend des rebonds, DeMar DeRozan, il va chercher les lancers, il amène beaucoup de choses complémentaires de ce que propose déjà Doncic. Donc oui, j'aime bien sûr. Ouais. Je t'en balance un autre. Vas-y. Tu connais les connexions allemandes, Je sais pas si à Los Angeles on est très content de ce que Non, tout à fait. Par contre, je sais pas si les Lakers sont encore sur le même projet Dennis Schroeder après ce qui s'est passé. Cet été, c'est libre. Schroeder à Dallas. Moi, je préfère avoir Kyle Lowry dans ce cas-là. Je vois pas le. Oui, c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais je veux dire, c'est des postes 1. Non, tout à fait. Mais oui, Schroeder, pourquoi pas. Irrégulier, faut voir, il aime bien avoir la balle en main. C'est un bon ball handler quand il veut. Il apporte, mais il apportera de toute façon. Hein, je te balance d'autres noms. Vas-y. Goran Dragic. Ouais, Goran Dragic. Parce que le hit, je crois qu'on en avait parlé dans l'apéro, il y a une team option et je sais pas s'ils vont la prendre à 19 millions sur Goran ou peut-être. Mais Goran qui va aller jouer avec le copain Doncic. Il y a en tout cas un ball handler qu'il faut ajouter. Là, je me focalisais surtout sur ces garçons-là. Hein. C'est pour ça qu'on parlait d'Evan, de DeRozan, de Kemba, de compagnie. Si on est un peu plus à l'intérieur, le type de profil, on sait qu'il y a eu des rumeurs sur du Miles Turner. C'est petit bras quand même. Hein. Bah, le problème de Miles Turner, c'est que est-ce qu'il est tellement plus, l'upgrade, plus agressif et tout qu'un Tu vas faire quoi, une raquette Porzingis Turner? Non. Avec deux mecs là au-dessus de 7 foot qui spot up en fait. Alors Turner, il met plus de contre et tout, c'est un meilleur défenseur, hein, clairement, hein, que Porzingis, mais bon. Non, je suis pas fan. Moi, je préférerais, tu vois, tu me dis, moi, je préférerais prendre, je sais pas, moi, Nurkic ou Drummond ou de la barbaque, quoi. Un bon gros morceau de barbaque qui prend des rebonds et qui met des écrans plasma à notre ami Doncic. Je peux te proposer un autre nom? Vas-y. Quitte à faire des gros packages, va appeler les Pacers. Pour Sabonis. Oui, bien sûr. Sabonis, Doncic. Offensivement, c'est super. Défensivement. Ouais, j'en parlais dans le live, là, c'est chaud, mais par contre. Je demande à voir. Ouais. Mais oui. De toute façon, en plus, alors l'avantage de Dallas, c'est que bon,
Alors, Porzingis, compliqué à trader, par contre, t'es attractif. Les mecs, les joueurs, tu vas jouer avec Doncic, quoi. Oui, et puis avec Carlisle, tout à fait. Non, c'est une avec grosse Carlisle franchise. et Doncic. Et puis dire qu'il t'apporte le petit-déj tous les dimanches. Donc, t'as Dirk qui achète les croissants, t'as Carlisle et Doncic qui s'occupent du plat de résistance, et toi, t'es là, quel que soit un peu ton style de jeu, tu sais que y a moyen que tu sois bien utilisé. Enfin, ça peut être intéressant. Ensuite, Dallas, en termes de marge de manœuvre, là, on parlait de Josh Richardson tout à l'heure. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Josh Richardson, soit il ne prend pas son option, il est agent libre et je pense pas que Dallas aura envie de le signer. Soit il prend sa team option à 11 millions et du coup il devient un peu tradable lui. Tu vois, 11 millions, non? Il y a des équipes qui viendront se positionner là-dessus. Non, bien sûr, au cas où. Donc monnaie d'échange à foutre dans un trade avec un Kleber ou un Powell, et là tu peux quand même aller regarder un petit peu ce qui se fait, quoi. Alors Ford. Je balance juste des noms au top of the head. Moi j'ai un nom à te proposer en fonction de ce qui se passera pour lui dans sa franchise, mais je suis pas sûr que ce soit le nom que tu as envie d'entendre, mais John Collins. Alors, j'allais le proposer. Totalement. Ah non mais très bien, mais perso, je trouve ça un peu petit bras. J'adore John Collins. J'adore John Collins. Mais je trouve que c'est ça mieux que Miles Turner. Hein. En termes de fit. Oui, Dallas. Tu peux. Non, tout à fait, bien sûr. Non, mais John Collins, tu le mets à Dallas, il va s'éclater avec Luka. Ça serait un mec qui serait à 20 points, à 10 rebonds, etc. Mais je sais pas si c'est le. En tout cas, j'espère que si Dallas se positionne sur John Collins, et allez-y si vous voulez cet été pour faire secouer un peu les finances d'Atlanta, j'espère qu'ils le font pas en se disant ça va être le lieutenant de Luka Doncic. Parce que John Collins, c'est une troisième option d'une franchise qui se débrouille assez bien. Pour moi, c'est pour dégager Kristaps. C'est le poste 4 à la place de Kristaps. Pour moi, le lieutenant doit être un deuxième ball handler. Ah, mais il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le lieutenant, et on prend Draymond à Atlanta. On fait un transfert à 3. Pardon, bien sûr. D'accord. Tu disais. Ce que je disais, c'est que le lieutenant, c'est plutôt le ball handler pour moi. C'est le mec qui prendra le jeu à son compte quand Doncic est sur le banc, ou de temps en temps, comme ça permet à Doncic de ne pas avoir un usage rate à 200%. Quoi, bien sûr. Je disais John Collins dans le sens où au moins, par rapport à un Porzingis, en fait, tu as un jeune tout athlétique qui s'envoie et qui se donne. Mais bien sûr. Mais ça va faire du bien. Mais c'est comme certains. Il a shooté à 3 points et tout. Ah non, mais bien sûr. Mais tu sais, il y en a qui. Il y en a qui, dans cette cuvée là des rookies qui doivent être étendus, se disent tiens, Lauri Markkanen. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont se positionner dessus du côté de Dallas et dire genre putain, Lauri Markkanen qui passe tout l'été pareil avec Dirk et qui se dit genre attends, tranquille. T'as été utilisé comme un blaireau à Chicago, on va te prendre, tu restes un joueur étranger de talent, on te prend, et cette fois beaucoup moins cher que Kristaps, tu fais du Kristaps en étant encore meilleur que Kristaps. Honnêtement, c'est un scénario qui s'envisage. Ouais, sauf que le problème dans ton scénario, c'est que qu'est-ce que t'as fait de Kristaps, quoi. Mais ça, après, c'est bon, t'inquiète. non, mais c'est bon, on va gérer les 100 millions. C'est bon. Tranquille. Non, mais je ne peux que aller dans ton sens sur cette réalité qui est que Dallas va avoir des difficultés à transférer Kristaps Porzingis et qu'il existe aussi un scénario, et ça c'est dur parce que tu l'avais pas mal mentionné, on en avait discuté dans des récents apéros, que trouver des general managers à fumer, ça devient de plus en plus compliqué. Non. Et alors là, le nombre de GM qui se disent attends, on sait que Dallas veut s'en séparer, mais alors par contre, tu vas nous donner Jalen Brunson, ta mère, ton père, une bannière et un pic de draft. Ou alors, pire que ça, oui, allô, bonjour, c'est Kobe Altman de Cleveland. Alors moi, j'ai Kevin Love en stock et j'ai du mal à m'en débarrasser. Est-ce qu'on se ferait pas Est-ce que tu as tapé Kevin Love 2018 sur YouTube? Est-ce qu'on se ferait pas un petit swapounet là? Oh my God. Un petit swapounet façon Rockets Wizards. Hop, pouf pouf. Hop, et hop, on a les Cavs de 2016. Hop, c'est bon. N'empêche que Kevin Love en pick and pop avec l'ami Doncic. Alors défensivement c'est pareil. Hein. Ça change pas mon histoire de ball handler. Dorian Finney-Smith va avoir du boulot. Tu me trouves un poste 5 là, un peu baobab. T'as Kevin Love. T'as Dorian Finney-Smith, t'as 1-2, voilà, et t'as Doncic. Je te dis pas que je rêve. Hein, t'es le roi de la cuisine. Hein. Regarde, hop, du pain, du cornichon, hop, tu piques tout ça, tu mets la maillot et t'as un sandwich. Et voilà, et c'est bon. Non, mais plus concrètement. Tu sais que mais les fans des Cavs, là, par contre, ils viennent de faire ouais, Alex, ouais. Ben, n'empêche que les fans des Cavs, tu leur dis ça. Ouais. Ça se tente, Porzingis. Pardon, tu disais. Ça se tente, non? Je veux bien l'avis des fans des Cavs là-dessus, et des fans des Mavs, évidemment.
Mais je dis pas que c'est un trade qui est si win-win que ça. Je dis que c'est une option où tu as un joueur, Kevin Love, qui est en galère quand même dans sa franchise depuis un petit moment, mais qui a des qualités, quoi. Il a de l'expérience, il a un shoot, il a été bon au rebond. Je veux dire, au rebond, non, Kevin Love, c'est autre chose que Porzingis. C'est indéniable. Hein, voilà. Et Porzingis, du coup, les Cavs, dans leur optique de reconstruction, développement et tout, bon, ça peut peut-être se tenter de prendre le risque sur le salaire. Voilà, c'est l'idée. Hein. Maintenant, tu me dis idéalement, moi, les Mavs, il leur faut Mitchell Robinson en 5, John Collins en 4, tu vois. Voilà, puis là on commence à causer. On commence à causer avec des Rosanne. Bien sûr. De Doncic, puis on est bien. Pourquoi pas, on est bien. Et après, et encore à voir évidemment, puisque on l'a dit et on repart juste sur ce point sur lequel je voulais faire un petit virage, c'est à la fois cette espèce d'entre-deux, entre d'un côté, on a le temps, Luka n'a que 22 ans, on s'est fait éliminer 2 fois au premier tour des playoffs, mais en même temps, tu n'as pas le temps en NBA, tu as un garçon qui a juste envie de tout défoncer parce que autour de lui, tout ce que les gens disent, c'est on te tape sur l'épaule et on dit, tu sais qu'autour de toi, on peut gagner un titre. En fait, genre, bah oui, je sais, mais le problème, c'est que j'ai pas forcément le matos autour de moi. Et ça m'amène justement à un petit point, Alex, parce que j'aimerais quand même qu'on le balaye tout de suite. Il y en a certains qui ont quand même posé la question, genre, Luka, ce genre de situation, t'es à Dallas, tu te fais sortir au premier tour, ça se reproduit la saison prochaine, ça se reproduit la suivante, le management, il met pas le monde autour, il y a Trae Young de l'autre côté, ça passe des rounds, il y a des garçons de l'autre draft, il y a DeAndre Ayton qui passe des tours, etc. Luka à Dallas, c'est ad vitam aeternam ou... On n'en est pas là, mais c'est dans ce sens-là que je dis que t'as pas le temps en NBA. Là, cet été, oui. Les Mavs doivent ramener du lourd pour faire en sorte de passer des tours de play-off très bientôt. Ils n'ont pas le choix. Ouais, tu peux pas avoir Luka qui débarque dans ton bureau dans un an et qui dit putain, mais les mecs, quoi. Regardez, même Nico, il passe des tours. Ouais. Même Nico, il a Michael Porter Jr. et Campazzo, etc. Et nous, quand on essaye d'avoir Zach LaVine, on a Josh Richardson. C'est chaud quand même comme constat. Non, bien sûr que c'est chaud. Surtout qu'ils ont le coach. Je veux dire, Carlisle, il a déjà quand même prouvé maintes et maintes fois. D'ailleurs, là, dans cette série, il a failli réussir son coup, Carlisle. Hein. Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Et d'ailleurs, Mark Cuban a été assez clair là-dessus. Pour ceux qui ont posé la question, genre oui, il faudra changer de coaching, temps mort. Qui a dit ça? Il y en a qui ont posé la question. Ah bon? La vie de ma mère, tu regarderas là ce qui s'est dit. Il y en a qui ont dit genre oui, bon, ça se fait sortir, etc. Et puis utilisation de Porzingis. Est-ce que Rick Carlisle is the good coach for the Dallas Mavericks? Mark Cuban, il a pris le micro, il a fait écoutez, arrêtez de vouloir chercher l'herbe si elle est plus verte ailleurs. Ouais, exactement. Déjà, je vais aller voir Donnie Nelson et lui demander de faire un meilleur travail de recrutement parce que Rick Carlisle, t'as juste envie de lui donner une vraie cuisine. Là, il cuisine chez qui? Chez Flunch. Carlisle, là, il a 2 pommes de terre et il a même pas une feuille de salade. On dirait Rick. Tu nous fais du 3 étoiles au Michelin, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, par contre, il a un saladier de caviar avec le numéro 77. Mais... Il a un joueur incroyable. Ouais. Mais on sait bien que ça suffit pas. On le sait bien. Ça suffit pas. On gagne pas tout seul en NBA. Il faut une équipe. Sinon, tu gagnes pas. Et donc, Alex, il faut que je te tende la baguette là-dessus. Et je le fais pareil avec les fans des Mavs qui sont en PLS très certainement depuis 42 minutes. Baguette magique. Tu es Donnie Nelson, tu as 90 millions là d'engagés pour la saison prochaine, tu as un été pour te ramener la saison prochaine et dire coucou les Suns, coucou le Jazz, coucou les Clippers, coucou les Lakers, etc. Nous sommes un contender la saison prochaine, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il le faut. Ouais. Toute la complexité de cette affaire, c'est qu'est-ce que tu fais avec Porzingis. Après, tu vas pouvoir fureter sur la free agency, voir si un petit DeRozan ça l'intéresse pas, si un Kyle Lowry ça l'intéresse pas, un Dennis Schroeder combien il demande, parce que l'autre il a refusé 80 millions aux Lakers, donc si Dennis Schroeder il commence à demander 100 patates, bon, on verra, on en reparlera. Pardon. Hein, voilà. Ça va être compliqué. Donc t'as le côté free agency à voir. Porzingis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es déjà en train de passer des coups de fil là, en mode allô, ouais, salut, c'est Donny. Alors, oui, c'est déjà le cas. Ça parle laiton chez vous? Ouais. Genre voilà. T'essayes de voir un peu ce qui se dit, t'essayes de voir s'il faut que tu accroches un Jalen Brunson, un Porzingis pour le trader, ou un pick, ou 2 picks. Quand ils vont te demander Finney-Smith, tu vas dire non, ils vont te demander... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a une petite truc qui se met en place. Ensuite, je pense qu'il y a une petite tambouille à mettre en place. Il te faut un vrai pivot moderne. C'est obligatoire. Ensuite, il te faut un deuxième ball handler. C'est déjà 2 gros trucs.
Le deuxième ball handler, tu peux essayer de le gratter sur la free agency. Mais peut-être qu'il faudra bricoler un trade pour le pivot. Après, Tim Hardaway Jr., tu vois en fonction du salaire. Dorian Finney-Smith, ça reste. Josh Richardson, faut absolument que ça dégage. Il n'est pas là, il n'est pas fait pour ça. Il y a chantier. C'est dingue. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. T'as un prodige pareil, tu viens d'accrocher les Clippers en 7. À un revirement de situation près, mais là, t'es dans un chantier, t'as pas le choix. Pour moi. Je complète. Pour continuer ton travail autour de ton prodige. Autour de ton prodige. Je m'assure déjà d'avoir des vrais vétérans sur le banc et des garçons qui connaissent le taf. Donc, je fais F5 à chaque fois sur les news de Miami à la Free Agency pour savoir quand est-ce que la team option elle est levée sur Goran Dragic. Tu viens. Goran Dragic, c'est le roi de ton banc. C'est le vétéran de ton banc qui s'entend bien avec Luka et tu t'assures que Luka il est content. Il y a Goran qui est là, on est bien et peut-être qu'en effet on peut avoir le Goran de la bulle ou on peut avoir le Goran de par la suite. Donc tu sais pas ce que tu vas avoir, mais au moins il y a Goran Dragic. Ça reste un joueur d'expérience qui sait tenir un ballon. Donc tu coches déjà des cases. Tu surveilles certains dossiers par rapport au banc, mais qui sont des joueurs aussi qui peuvent contribuer avec leur expérience. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Millsap, avec Denver? Ce genre de profil, c'est le genre de garçon qui peut débarquer et dire putain ouais je vais prendre 8 millions en fait parce que putain j'ai vu que Dallas ils avaient besoin d'aide et je vais me relancer dans cette équipe qui est capable de faire les demi-finales. Qu'est-ce qui se passe avec Nurkic aux Blazers? Je ne sais pas ce que pense le staff de Dallas de Andre Drummond parce que je sais ce que pense le staff de Cleveland et le staff des Lakers. J'ai pas envie de me positionner dessus, mais historiquement Dallas s'est positionné dessus. Il y a eu déjà des bruits de couloir autour de Drummond. Il a des qualités naturelles. Il a des défauts, hein, mais il a des qualités naturelles qui fitent pas mal avec les besoins de Dallas, donc il faut voir. Complètement. Et surtout, et ça je pense que c'est le plus gros truc, c'est tu te prends là les meilleurs physios de la planète pour s'occuper de Porzingis et de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que si Porzingis peut nous faire une vraie saison complète, peut-être qu'il discute en fait. Peut-être qu'il discute en tant que bête de bras droit et qu'il ne faut pas lâcher le projet et qu'en fait il ne faut pas tomber dans la facilité de tout de suite vouloir le transférer. Et si ça se trouve, en fait, Porzingis nous fait une bête de saison 2021-22 où il est posé, où il retrouve ses cannes. Et en fait, avec ça, tu deviens relou à jouer au premier tour. De toute façon, c'est pas impossible qu'ils aient pas le choix. Alors, parce que, dis donc, là, trader Porzingis, mais là, on va faire quoi comme offre? Attention. Là, on va venir je te dis, les Cavs vont dire bon, on vous envoie Kevin Love, par contre, il faut donner Jalen Brunson puis un pick de draft, les gars. Putain. Parce que nous, on vous envoie quand même Kevin Love. Oh la flemme. Ah, les salauds. Ouais, ou surtout, on vous récupère Porzingis, surtout, ils vont dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est chaud. Bien sûr. Clairement. Donc, non, à mon avis, c'est ça, t'as raison. Les physios, on va travailler tout ça. Et puis, il faut que Porzingis soit plus productif et que Carlisle trouve la façon de l'utiliser. Hein. C'est ça. Et éviter la saison prochaine de faire une saison régulière un peu crado. Résultat, tu te retrouves à jouer une équipe comme les Clippers qui te choisit limite au premier tour en mode. 5e quand même. Hein. Tout à fait, mais bon, tu sais, avec Dallas, quand on avait vu la bulle, etc., moi je les avais mis un peu plus haut. Il y a beaucoup de gens qui positionnaient Luka Doncic dans les candidats MVP et donc Dallas dans les grandes équipes, parce que pour être MVP, il faut avoir une équipe compétitive. Dallas, ils sont 5e, mais tu le sais comme moi, Dallas, on était en train de parler de play-in tournament 3 semaines avant la fin de la saison. Donc il y a eu aussi des jeux qui ont fait qu'ils sont 7e, 8e. Ouais. Mais c'est un peu compliqué. Les fans des Mavs, dites-nous vous ce que vous feriez pour mieux entourer Luka Doncic. Qu'est-ce que vous allez faire du dossier Kristaps Porzingis, où et comment, or ni car. Alex, je te laisse avec le mot de la fin comme d'hab. Bah ouais, le mot de la fin. Complexité maintenant, complexité pour Dallas. Maintenant, je pense que quand même faut garder un message positif en tête. Oui. Je pense que les Mavs, on est sûr que les Mavs ont l'un des plus grands prodiges de l'histoire NBA dans les mains. Maintenant, faut gagner des trucs avec. Faut pas craquer ça. C'est ça le truc en fait. C'est ça. Donc beau challenge parce que tu peux avoir des titres, mais grosse pression aussi parce que tu peux te retrouver avec des milliers de regrets. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube préférée, ta chaîne YouTube préférée. Ciao. Des bisous. Ciao. Ciao.